Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien levés, que vous avez mis une bonne soirée hier. Ouh, ok. L'objectif de ce talk, c'est de voir une monade simplement, et j'espère que d'une manière beaucoup plus approchable que ce que vous avez pu voir plus tôt. Donc oui, voilà, on va commencer. Donc oui, comme on m'a bien introduit, je suis Core Developers PHP. Je suis membre de la Fondation PHP. Pourquoi me faire confiance sur les monades? C'est que j'ai fait une licence en maths pure. Donc voilà, peut-être que ça peut vous mettre en confiance et aussi me retrouver sur Internet, principalement sur Mastodon. Je suis aussi sur Twitter, techniquement, @GRGas. Je vais rarement dessus, donc c'est beaucoup plus facile de me trouver sur Mastodon. Donc voilà. Donc, la première question avant qu'on attaque les monades, c'est quoi l'essence de la programmation fonctionnelle? Parce que les monades, ça vient principalement de la programmation fonctionnelle. Et l'un des principes principaux de la programmation fonctionnelle, c'est les fonctions pures. Donc, c'est des fonctions qui n'ont aucun effet de bord et que, pour chaque fois qu'on l'appelle avec les mêmes arguments, on a le même résultat. La deuxième chose dans les langages fonctionnels, c'est que les variables, elles sont immuables. Donc, conséquence, pas de boucle. Quand vous faites un for, ou un for each, ou un while, la variable que vous vérifiez la condition de votre boucle, pour que sa valeur change et que donc la condition s'arrête, il faut bien qu'elle soit mutable. Ce qui n'est pas possible quand les variables sont immuables. Et donc, en fait, en programmation fonctionnelle, on utilise beaucoup des fonctions récursives qui permettent de rappeler soi-même, et il faut faire des index et tout ça. Et pour simplifier la vie, on utilise des fonctions d'ordre plus grand. Mais si on n'a que des fonctions pures et pas de variables qui peuvent changer de valeur, comment on peut avoir de l'état dans un langage? Parce que c'est bien beau d'avoir un programme très joli. Oui, tu me donnes de la data, je sors des trucs et tout ça, mais je suis incapable de te dire c'est quoi la data que je veux donner et c'est où tu me sors la data, quoi. C'est bien, j'ai une boîte noire qui tourne dans le vide, qui ne sert à rien. Bon, l'utilité moyenne. Et l'une des choses aussi, c'est en programmation fonctionnelle, c'est par exemple, là j'ai pris une fonction qui s'appelle kinétique pour nous donner l'énergie kinétique d'un objet. Donc j'ai une masse et j'ai une vitesse, et voilà, la formule, c'est pas très important. Mais l'une des choses qu'on peut faire, et qu'on peut faire en PHP d'ailleurs, c'est des closures. Et on peut faire de ce qu'on appelle l'application partielle. Donc par là, pour le coup, si j'ai envie de savoir l'énergie kinétique d'un TGV, je peux juste définir le poids en moyenne qui fait 400 tonnes, si ça vous intéresse, d'un TGV, et juste avoir une fonction en fonction de la vitesse. Et d'une certaine manière, l'application partielle, ça correspond un peu à l'injonction des dépendances, mais pour les fonctions. Par exemple, dans les classes, vous injectez les dépendances que vous avez dans le constructeur, au lieu de les créer à la volée, ou de à chaque fois devoir les refournir à chaque fois que vous appelez une méthode. Mais dans un monde idéal, si tout va bien, on aimerait bien qu'on a de la data qui arrive dans nos fonctions. Là, chaque bloc, c'est une fonction. Et on en a plusieurs, et ça fait du traitement, et ça sort, et on les merge. Ça nous donne des trucs. Peut-être qu'une fonction nous retourne une autre fonction, dans laquelle, par exemple, comme une application partielle, dans laquelle on va appliquer les valeurs, et ça ressort. Mais dans la vraie vie, généralement, ces fonctions, il y a toujours un problème, il y a toujours... il y a peut-être une connexion à la base de données, et peut-être que l'idée que vous voulez n'existe pas, ou la connexion, elle échoue, ou il y a des problèmes réseau, ou le fichier que vous voulez lire n'existe pas. Donc en fait, ce monde idéal, où on est juste en train d'imbriquer des fonctions un peu comme des Lego, ne s'applique pas vraiment. Mais donc la question, c'est, mais comment on peut avoir de l'état, ou des effets de bord, qu'avec des fonctions pures et des valeurs immuables? Et la réponse à ça, en fait, c'est une monade. Et une monade, c'est quoi? Bon, une monade est une construction catégorique
qui est la donnée d'un triplet T, nu et mu. Okay, T est un endofoncteur d'une catégorie T qui va de C à C. État, une transformation naturelle qui va de état à l'identité de la catégorie à T, avec, mu, une transformation naturelle qui fait que de T composition avec T, on arrive à T. Qu'est-ce que tu nous dis là? Bon, ok, en programmation, c'est quoi? Grosso modo, peut-être de manière plus simple. Une monade, c'est une structure qui combine des fonctions et englobe leur valeur de retour dans un type avec des effets additionnels. Et les monades définissent deux opérateurs, une pour envelopper une valeur dans le type monadique, et une autre pour la composer avec des fonctions qui retournent des valeurs de ce type monadique. Bon, en pratique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je le retrouve. Alors, en gros, on va dire une monade M qui englobe une valeur de T, en fait, a deux fonctions, donc une unité ou return, qui en fait prend la valeur en question de la donnée et vous retourne un type, enfin la monade englobée de la valeur. Et puis on a cette fonction bind. Et cette fonction bind, en fait, elle prend une fonction où l'input, ça serait de la donnée T, et le retour retourne une monade avec un sous-type S dedans qui englobe une autre valeur, la valeur de retour de la fonction pure. Bon, c'est bien abstrait tout ça, tu nous dis ça, bon, ben, faisons des exemples, c'est quand même plus clair. Alors la monade maybe, l'exemple classique, l'exemple que je n'aime pas trop, mais commençons simple. On va dire qu'on a une monade maybe qui a un type générique T. Donc, les génériques, ça n'existe pas en PHP, je suis désolé de vous le dire, mais c'est quand même plus simple à lire que d'avoir des doc comments un peu partout. On va dire que dans le constructeur, ben, je peux lui donner de la data read-only, et de base, j'ai un boolean qui est set ou pas, et de base, ben, j'ai rien. Et si j'utilise le constructeur, ben, je dis que j'ai bien défini une valeur. Donc, j'ai mon constructeur qui est privé, et j'ai une factory méthode, donc une méthode statique, unit, qui prend ma donnée et qui retourne un mayBT, et juste, bah, je retourne une nouvelle instance de cette classe avec la donnée. Puis j'ai cette fonction, nothing, qui en fait crée une monade où en fait il n'y a rien dedans. Puis j'ai genre la fonction isNothing si je retourne, qu'est-ce que je prends des booléennes et ce genre de choses. Avec la fonction bind que si isNothing est true, bah alors je ne fais rien et je retourne immédiatement l'objet. En fait, je retourne immédiatement nothing. Mais si j'ai de la donnée, alors je passe la donnée que j'ai englobée dans la fonction qu'on m'a fournie. On va faire un petit exemple. J'ai inspiré vite fait de Stripe, API et tout ça. Donc on a des classes Customer, Subscription, Invoice, Charge. On a des fonctions, bah, je peux récupérer une souscription en fonction d'un client. Mais peut-être le client n'existe pas, peut-être qu'il n'y a pas de souscription, tout simplement. Donc en fait, bah, soit j'ai une souscription, soit j'ai rien. Et peut-être que cette souscription, bah, je veux récupérer la facture, la dernière facture. Peut-être que cette facture n'existe pas. Donc maybe invoice. Et puis j'ai envie de vérifier que bah, cette facture, on a essayé de débiter le compte client. Mais peut-être que ça n'existe pas non plus. Et au final, j'ai une fonction isChargeDisputed pour savoir si le débit client, en fait, il est contesté. Donc, bon, bah, j'ai une variable C qui est un client, on l'a récupéré, on ne sait pas comment. Et en fait, je peux juste enchaîner comme ça avec getSubscription, et puis je peux bind, parce que getSubscription me retourne une monade, et je peux bind latestInvoice. Et pour revenir juste en arrière, invoice, latestInvoice, prend un objet souscription. Il ne prend pas un objet maybe souscription. Il prend la donnée pure, et il retourne une monade. Et en fait, on peut enchaîner les fonctions bind comme ça avec nos fonctions. Et puis à la fin, je peux var dump isNothing, j'ai la isChargeDisputed ou pas. Bon. Mais pourquoi me casser la tête avec cette construction-là que tu fais? C'est vachement bizarre quand même. Genre, pourquoi j'ai juste pas des méthodes sur mes classes, genre getSubscription, je retourne un objet nullable, et à la fin, j'ai bool, et puis j'utilise cet opérateur qui existe depuis récemment en PHP, où ben, je peux juste avoir des points d'interrogation en face de chaque méthode chaînée de trucs. Et dès que j'ai une valeur nulle, ben, ça m'annule toutes, ça n'appelle pas les méthodes suivantes.
Et je suis totalement d'accord qu'actuellement en PHP, ça c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Et comme j'ai dit, la monade maybe, c'est quand même la monade la moins intéressante en général. La monade header est quand même, à mon avis, plus intéressante. Et la monade header, elle englobe deux valeurs. Une valeur de gauche, donc dit left, et une valeur de droite, dit right. Généralement, la valeur de gauche, c'est la valeur d'erreur. Et généralement, la valeur de droite, c'est la valeur de succès. Et la fonction qu'on va passer à la fonction bind, en fait, elle prend une valeur de type R1, de header, de la valeur qui est englobée. Elle va retourner une nouvelle monade header qui soit a une erreur, soit tout retourne un nouveau résultat de succès. Et au fin, le bind, l'objet de retour qu'on a, c'est soit un header soit on a l'erreur numéro 1 de la première fonction, soit on a l'erreur numéro 2, soit on a le résultat correct de toutes les applications des fonctions. Bon, en PHP, vite fait, on fait de même. On a un constructeur, read-only. J'ai left, right, is right, pour vérifier que est-ce que la valeur que j'ai, c'est une valeur de droite ou une valeur de gauche. Et la fonction bind en question qui, si j'ai une valeur de droite, j'applique la valeur à la fonction, et sinon je retourne 10. Donc je retourne mon objet header qui a déjà une valeur d'erreur stockée en elle. Bon, on va regarder ça vite fait en action. Donc là, je définis quelques classes. Bon, on a file, tabula data, quelques erreurs. Par exemple, des erreurs pour ouvrir un fichier. Le fichier n'existe pas, je n'ai pas les droits d'accès. Ou ce que tu essayes d'ouvrir, en fait, ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire. Et peut-être que en fait, le fichier, je ne peux pas le lire. Genre, il y a un problème ou je n'arrive pas à le lire. Le rôle du contenu, par exemple, c'est sur le réseau. J'y ai accès, j'ai pu ouvrir un pointeur, mais je n'arrive pas à lire la donnée du fichier. Et peut-être que ce fichier, c'est un fichier CSV que j'essaye de parser dans un tableau ou dans une matrice. Et donc, j'ai cette fonction, une fonction file que je puis ouvrir avec un pass, qui me retourne un header. Soit j'ai un objet OpenFileError, soit j'ai une erreur d'OpenFile, soit j'ai une erreur de file. Et ça, c'est en fonction des deux cas que vous auriez. Et on continue la même chose. GetContentFile, je retourne un header de soit j'ai eu une erreur, je n'ai pas pu lire le fichier, soit j'ai le contenu du fichier. Et de nouveau, parse content into tabular. Soit j'ai une erreur je ne peux pas parser ton CSV parce qu'il y a une erreur, soit ça ne fait aucun sens, il y a des problèmes, il y a des sauts à la ligne en trop. Ou je retourne une classe de tabular data et tu peux faire de la donnée là-dessus. Et l'avantage que ça nous donne, cette approche, c'est qu'en fait, de nouveau, on peut bind nos fonctions continuellement, les unes après les autres. Et à la fin, en fait, on peut faire un match complet. Si c'est isWrite, j'utilise mes données tabulaires et je fais quelque chose d'intéressant avec. Mais sinon, en fait, je peux faire de la gestion d'erreurs tout au même endroit, avec toutes les erreurs possibles. Mais aussi, mes erreurs, elles sont encodées dans le système de typage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des exceptions qui sont lancées à droite à gauche, que peut-être que ça lance, peut-être que ça lance pas, et j'en ai aucune idée. Et si vous ajoutez une nouvelle exception que vous ne gérez pas, qui peut disparaître du moment et qui peut bubble up jusqu'en haut de votre stack. L'avantage ici, c'est que vu que c'est encodé dans le système de typage, si vous utilisez un analyseur statique, il va vous dire, dans le match, là, mais tu n'as pas géré tous les cas, en fait. Il te manque un cas à gérer. Et d'une certaine manière, la monade header, elle est très générique, en fait. Elle prend n'importe quelle donnée comme valeur d'erreur, elle prend n'importe quelle valeur pour la valeur de succès. Et en fait, on peut la spécialiser. En fait, la monade maybe, d'une certaine manière, c'est une monade header qui retourne toujours nul comme valeur d'erreur et toujours une valeur de succès comme règle. Et la monade exception, c'est la même chose, mais au lieu de retourner nul, ça retourne toujours une chaîne de caractères. Et votre chaîne de caractères, c'est votre message d'erreur. Par exemple, je ne peux pas lire le fichier, vos données ne sont mal formées, etc. Mais donc, les monades, c'est juste pour la gestion d'erreurs? Ça sert à rien d'autre? En fait, non. Non, il en existe d'autres, des monades, qui font autre chose que de la gestion d'erreurs. Et la monade list, c'est une monade que vous connaissez sûrement déjà, en fait, sans le savoir. Et c'est une monade qui est assez pratique pour dériver du point de vue catégorique au début, là, que je vous ai expliqué avec les deux transformations naturelles et tout, la construction d'une monade. Donc, j'ai oublié de dire ça. Oui, la monade list, en fait, c'est ce que ça s'appelle un functeur. Et un functeur, en fait, c'est une structure qui englobe d'autres data, qui a une fonction map qui est associative. Ça veut dire si, en fait, je fais map de f
compose G, j'ai le même résultat que si je faisais map de F puis map de G. Bah, l'exemple, c'est j'ai une liste d'entiers. Si je fais map plus 2 sur cette liste d'entiers, j'ai plus 2. Et puis de nouveau, sur la nouvelle liste retournée x 3, c'est la même chose que d'avoir une fonction qui fait plus 2 fois 3 en une fois et d'appliquer qu'une seule fois la map. Et en fait, on a deux transformations naturelles avec les listes, qui est, je prends une valeur et en fait, je la retourne dans un conteneur et j'ai une manière d'aplatir ce conteneur. Donc en pratique, la fonction map, c'est arraymap. Mon unité, c'est juste retourner un nouveau tableau. Et ma fonction join, c'est cette concaténation de listes. En fait, j'ai une liste de listes qui ont un type T. En fait, je la flatten et je l'aplatis pour avoir qu'une seule liste de type T. Et la fonction bind, en fait, on peut la dériver de nouveau depuis ces deux transformations naturelles. En effet, je prends la fonction, et d'abord, avant de concaténer les listes, je fais un arraymap dessus, et puis après, je peux l'aplatir. Un peu un exemple, j'ai des produits qui sont suggérés. Peut-être vous faites de l'e-commerce et qu'il y a quelqu'un qui a un produit dans son carte, j'ai oublié le nom français, dans son panier. Et vous voulez faire des recommandations de peut-être qu'il y a d'autres produits qui vous intéressent. Peut-être il y a un produit qui est un peu plus de luxe, il y a la version budget vachement cheap, et il y a peut-être une entreprise spéciale ou une marque qui vous paye ou qui vous font de l'avertissement. Non, pas de l'avertissement, ça c'est de l'anglais, de la publicité, et qui veulent promouvoir leurs produits. Et donc, vous faites, j'ai le brand A de votre produit. Et donc, dans mon panier, peut-être j'ai du shampoing, j'ai des céréales, j'ai un livre, mais je veux la liste de suggestions. Mais chaque produit, en fait, a une liste de suggestions à eux-mêmes. Et genre, je veux présenter une seule liste au client et pas un arbre de différentes suggestions et tout. Et en quelque sorte, pouvoir utiliser bind dans ce cas-là, qu'on applique. C'est terrible parce que j'avais le mot il y a 2 secondes et j'ai oublié. Aplatir. Oh là là. Qui aplatit le mot, qui aplatit le tableau résultant de tableau de tableau. Mais il y a aussi d'autres monades qui existent. Pour le coup, ici, il y a la monade logger, qui s'appelle aussi action ou writer, qui nous permet de log de la donnée en même temps en fonction de chaque appel. Donc, ce qu'elle fait, c'est pas du tout de la gestion d'erreurs. Et ça, c'est une construction un peu plus développée dans le sens que je prends de la data, qui est la data qui va être traitée par la fonction, mais j'ai aussi un tableau de log. Et ma fonction bind, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle cette fonction avec la data, et en fait, elle retourne, j'ai de nouveau une monade de retour, via ce qu'appelle ma fonction, qui va générer des logs. Et ce que je fais, c'est que je retourne une nouvelle monade logger en faisant la concaténation de mes logs existants avec mes nouveaux logs. Donc, par exemple, là, je crée une petite fonction qui retourne une fonction. Donc, je prends une fonction pour gérer de la data, et la nouvelle fonction que je vais avoir en retour fait de la gestion, enfin, fait des logs. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle fait, c'est je lance cette fonction avec ce nom-là, avec ces valeurs, ou avec cette valeur-là, et je retourne ma nouvelle monade. Bon, j'ai quelques fonctions. J'ai mon additionner 2, mettre au carré une variable, multiplier par 3, diviser par 6. Et j'ai créé une petite fonction pour m'aider, pour éviter de devoir appeler logify à chaque fois. C'est que si je veux faire un log d'un certain nombre d'appels, je passe ma valeur de départ, et puis toutes les fonctions que je veux appeler à la suite. Et j'utilise pour le coup arraymap pour dire, OK, logifie-moi toutes les fonctions que j'ai, pour après itérer à travers dessus. Et au final, j'ai une monade. Et puis, comme on peut voir, j'ai une monade à la fin de mes log calls. Je pars de 3. Puis je lui dis, je veux que tu ajoutes 2, tu la mettes au carré, tu multiplies par 3 et tu divises par 6. Et à la fin, j'ai cette valeur et je veux que tu me donnes les logs. Et donc, j'ai comme valeur, j'ai 12,5. Et j'ai les logs qui me disent, j'ai lancé la fonction add 2 avec la valeur 3. J'ai lancé la fonction au carré avec la valeur 5. J'ai lancé la fonction multipliée par 3 avec 25. Et j'ai lancé la fonction divisée par 6 avec 75. Voilà, ça c'est un peu le tour d'horizon.
Je ne sais pas si je suis allé très rapide. Mais pour aller plus loin, il y a les monades, ça c'est très vaste et il y a beaucoup à apprendre. Et en fait, la théorie des catégories, c'est ce qu'on m'a un peu toujours dit par des experts et des gens qui sont des professeurs, c'est de l'intuition. C'est un peu comme quand vous apprenez pour la première fois de l'objet, de la programmation orientée objet. Au début, je pense que tous, si vous vous en souvenez, vous avez du mal à comprendre l'encapsulation et tout ça, et à quoi ça sert, et comment ça fonctionne, et pourquoi on ferait comme ça. Et puis au moment, il y a ce déclic, et on comprend un peu les vibes et tout ça. Donc pour aller plus loin, il y a certains monades, comme la monade reader. Il y a la monade non-déterminisme, c'est pour faire quelque chose qui n'est pas déterministe, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. J'ai la méthode, la monade probabilité, donc par exemple si je veux une sortie avec une probabilité de 2 ou une probabilité de 3. J'ai aussi la monade IO, la fameuse monade IO qu'on vous parle en chaque fois en Haskell, qui vous permet de faire de l'input-output pour lire dans le fichier et pour gérer ça de manière... de faire abstraction des effets du système et tout ça. Et puis il y en a plein d'autres, par exemple la monade state, qui est une combinaison de la monade reader avec la monade writer en même temps. Il y en a plein d'autres que j'oublie. L'autre sujet, c'est les transformateurs de monades. Pour le coup, je ne sais pas, je vais revenir vite fait en arrière. La fonction division par 6, bon là pour le coup, il n'y a pas de souci parce que je divise par 6. Mais imaginons qu'en fait c'est 6 divisé par ce que je passe comme valeur. Dans ce cas-là, en fait, ma monade, elle retourne peut-être maybe, en fait. C'est soit, oui, je peux te faire la division, mais si, par exemple, la valeur que tu me donnes, c'est 0, alors je ne peux pas faire de division. Et ça, c'est un peu de la complexité et l'un des points faibles des monades. C'est qu'en fait, c'est quand on a besoin d'emboîter des fonctions qui retournent des monades différentes, c'est qu'il faut trouver une manière cohérente de les emboîter. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'autre chose, c'est si vous voulez faire des maths, c'est juste de faire la théorie des catégories de base. Les concepts initiaux sont assez approchables. Donc, qu'est-ce qui est une catégorie? Qu'est-ce qui est un foncteur? Ça, c'est à peu près approchable. Souvent, après, ça devient très vite compliqué, que même moi, des fois, je dois demander à mes potes qui sont en doctorat, je ne comprends pas tout à fait ce truc. Donc bon, mais si vous voulez, ça peut être toujours une option sympa. L'autre chose, c'est que souvent en maths, on a des objets, on fait une construction et on a un peu leur antithèse. On a un peu l'opposé d'une certaine manière. Et ça, on les préfixe généralement par co. Donc on a les comonades aussi. L'exemple typique d'une comonade, en fait, c'est un flux de données. Une monade, en fait, j'ai une valeur et je peux toujours la mettre dans un conteneur. Une comonade, c'est un peu l'inverse. J'ai un conteneur, par exemple, j'ai un stream, je stream de la vidéo ou un fichier via le network. Et en fait, je peux toujours dire, donne-moi les prochains caractères. Donne-moi le prochain byte qu'il y a dans ton fichier. Et ça, je peux toujours le faire. Peut-être que ça me retourne une chaîne vide, comme quoi, en fait, j'ai plus de données, mais tiens, tu as une chaîne vide. Mais je peux toujours le faire. Mais par contre, je ne peux pas créer un objet de stream juste par magie dans le langage programmation. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. En fait, c'est ces effets algébriques et qui règlent beaucoup de problèmes avec les monades. Il y a un langage de programmation un peu académique qui existe, qui s'appelle Frank, qui, en fait, la chose qui fait qui est intéressante, c'est au lieu d'encapsuler en fait, les effets dans chaque monade, genre, il faut, si je retourne maybe, j'ai une monade maybe que j'encapsule dedans. Si je retourne une erreur, c'est encapsulé dans la monade hider. Et au lieu d'avoir cette abstraction, ce niveau d'abstraction supplémentaire, en fait, les effets sont encodés dans le type de retour. Donc, par exemple, la syntaxe typique qui est présentée, c'est peut-être ma fonction retourne un entier, mais ça a aussi comme effet de throw une exception. Mais un effet, ça peut aussi être j'ai un effet de je print à la console. Ou je vais faire un choix aléatoire et j'ai besoin d'une manière de déterminer ce choix. Et bizarrement, en PHP, on peut déjà un peu faire ce genre d'effet algébrique, mais de manière un peu ad hoc, via obstart. On peut faire obstart d'une fonction, obstart de lancer et puis faire du script. Et tout l'output, en fait, il sera capturé par un handler qu'on peut print ou qu'on peut gérer ou qu'on peut décider d'ignorer. Voilà.
Merci. Bon, ça va. Voilà, comme j'ai dit, le QR code pour le feedback. Vu que je suis le premier talk de la matinée, vous ne l'avez peut-être pas, le site d'ouvert. Comme j'ai dit, vous pouvez me retrouver sur Masto ou les slides, je vais les mettre sur mon site. J'espère d'ici demain. Sinon, pinguez-moi sur Masto, harcelez-moi. Et sinon, si vous avez des questions, pourquoi pas. Oui, merci pour ce talk. J'étais curieux de savoir si, à ton avis, le langage PHP, est-ce qu'il y a des bloqueurs actuellement là-dessus, des choses qui pourraient être améliorées? J'ai un exemple en tête. Il me semble que pour la programmation fonctionnelle, typiquement, vu qu'une fonction pure, d'appeler 2 fois la même fonction avec les mêmes paramètres, ça retourne le même résultat. Donc, idéalement, il ne faudrait pas que le langage fasse 2 fois le même résultat. Il faudrait qu'il y ait une sorte de cache comme ça pour éviter des récursions comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples de PHP n'est pas adapté pour ça, il faudrait aller dans cette direction, ou au contraire, pour toi, il n'y a rien qui bloque, c'est juste, il n'y a qu'à le faire? Je pense qu'il y a... Ça, c'est un point intéressant. Je pense que écrire des monades en PHP en ce moment, c'est extrêmement clunky. Principalement parce que l'outil qu'on veut, ce n'est pas des classes. En fait. D'un point de vue mathématique, en fait, une classe, c'est ce qu'on appelle un type produit. Donc, en fait, j'ai plusieurs données. Par exemple, j'ai un entier, j'ai une chaîne de caractères et tout ça. Et en fait, je peux les avoir dans la même classe, enfin dans la même structure. Ce qu'on veut, en fait, pour les monades, idéalement, c'est ce qu'on appelle un type somme. Comme les enums, c'est un type somme, mais très basique. Dans le sens où on doit prédéfinir les cas déjà en avance. Et idéalement, c'est, en fait, oui, j'ai un type qui s'appelle maybe. En fait, c'est soit en fait j'ai nothing, soit j'ai mon objet généralement qui s'appelle just quelque chose qui enveloppe cette donnée. Donc ça, c'est le point 1 qui nous manque, c'est que on n'a pas ce qu'on appelle des ADT. Et je sais qu'il y a Ilia qui travaille dessus pour l'étape numéro 1, c'est de rajouter du pattern matching dans le langage, parce que je n'ai pas envie de donner de promesses, mais peut-être en PHP 8.5, peut-être. Ou si je ne donne pas de promesse que c'est 8.5, mais on ne sait jamais, on n'a pas décidé si c'est 9.0 ou 8.5. Et la deuxième chose qui nous manque, c'est en fait, c'est le générique. Ça, vous avez vu, là, tout ce que j'ai fait, c'est très générique, en fait. Je prends toujours un type T et je fais des fonctions, et je retourne... soit je fais une transformation de mon type T, soit je fais une transformation de la monade, ou quelque chose. Et pour ça, en fait, on a besoin des génériques. Donc actuellement, on peut faire ça avec des docbox, des doc comments. Dans la même chose qu'avec des fonctions pures, oui, je peux marquer, oui, j'ai une fonction pure dans mes doc comments, et il faut que je vérifie via de l'analyse statique que tout va bien. Pour ce qui est du cache, en fait, ça, c'est pour ça souvent, par exemple, Haskell, c'est un interpréteur, ce qui s'appelle lazy, dans le sens que ça ne va que calculer la valeur quand j'en ai besoin. Et ce que ça veut dire, c'est que des fois, dans le compilateur, ça veut dire « Ah, mais j'ai déjà fait ça à un moment, donc en fait, j'ai pas besoin de relancer la fonction, parce que oui, j'ai déjà un cache, et je sais que vu que c'est une fonction pure, en fait, je peux juste récupérer le résultat directement. » Donc voilà. Merci. Alors, pas du tout confortable avec le concept. Hein. Alors moi, j'ai des choses que j'ai pratiquées en programmation, c'est par exemple dans du Erlang, d'avoir un accumulateur sur des fonctions récursives. Oui. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est quoi la comparaison par rapport à ça? En fait, un accumulateur, c'est plutôt... genre, théoriquement, si je reviens un peu en arrière, là, dans ma méthode log calls, en fait, je fais un for each. Donc techniquement, for each, techniquement, en fait, j'ai un index. For each, ça reste quand même relativement fonctionnel dans le sens qu'en fait, j'ai un index et je traverse et tout ça, en fait, c'est le moteur qui cache, mais techniquement, c'est pas une fonction récursive. Et un accumulateur, ça fait un peu ça, en fait. J'accumule une valeur en fonction, je traverse une liste ou une structure de données et en fait, je rajoute des valeurs au fur et à mesure. Et au moment où j'arrive à la fin, voilà, j'ai accumulé toutes mes données. Donc en fait, c'est plus proche de la fonction programmation fonctionnelle sans les monades, donc en fait de base, même si franchement les fonctions récursives et faire des boucles qu'avec des fonctions récursives, ça tourne bien la tête au début quand on essaye de se travailler, parce que c'est très différent de mentalité d'approcher les problèmes. Ouais. J'espère que ça répond à la question. À peu près. On peut finir plus tôt. Merci Gina.